Bien le bonjour Internet, et bienvenue dans ce nouveau numéro Quel effet ça fait? Lors de la vidéo précédente, je vous avais demandé comment m'appeler. Eh bien écoutez, grâce à vos commentaires, je vais pouvoir m'appeler Bernard. Et je peux vous dire, j'ai failli m'appeler Pizza non binaire. Je l'aurais porté certes, mais ça aurait paru un petit peu étrange à ceux qui ne me connaissent pas. Donc voilà, nous arrivons à l'épisode numéro 2, je m'appelle Bernard, et nous allons voir quel effet ça fait sur l'effet de groupe. Je disais donc l'effet de groupe. Vous croyez que votre libre arbitre s'exprime toujours avec les gens que vous côtoyez? Nous aimons nous percevoir comme indépendants d'esprit, critiques, animés de ce qu'il faut de scepticisme pour ne pas nous laisser berner par le premier venu. Sommes-nous des moutons face à une majorité? Dans cette vidéo, je vais vous montrer des expériences qui montrent que la plupart de nous sont assujettis à l'effet de groupe. La psychologie sociale a largement étudié le sujet et déterminé que la pensée de groupe influence bel et bien nos décisions, notre avis, nos jugements, etc. Irvin L. Janis, chercheur américain en psychologie, définit dans les années 70 le concept de pensée de groupe. Il met en évidence le processus qui mène les membres d'un groupe à réfléchir dans l'objectif d'un consensus global plutôt que de manière factuelle et réaliste. Lorsqu'on mène une réflexion collective, il n'est pas rare que l'effet de groupe biaise les décisions prises. Chacun des participants partant d'un principe que personne n'ayant objecté la solution proposée, tous l'approuvent tacitement. Ce qui aboutit parfois à des décisions semblant faire consensus alors qu'il n'en est rien. Mais alors, pourquoi nos choix sont influencés par la pression d'un groupe? On va taper dans le dur. La désindividuation en groupe. On doit ce terme à Festinger, Pepitone et Newcomb en 1952. Le fait d'être un grand groupe ou dans une foule peut nous emmener à adopter des comportements antisociaux. On peut prendre l'exemple des émeutes, des dégradations diverses, des lynchages. La notion de désindividuation permet d'expliquer la production de tels actes que l'individu n'aurait pas commis seul. L'effet de foule peut expliquer les comportements excessifs. Dans la foule, tout se passe comme si l'individu perdait ses inhibitions et diminuait son sentiment de responsabilité. La notion de désindividuation renvoie donc aux situations de foule qui provoquent chez les individus une perte de leur identité personnelle. En fait, ce concept est à l'opposé de celui de la conscience de soi. Dans un groupe, les individus sont non identifiables et anonymes. Cela permet donc la levée des interdits mais aussi l'abandon des valeurs personnelles. A posteriori, les individus expliquent leur comportement excessif par la situation. « Tout le monde a fait pareil !» et non par les motivations personnelles. Pour résumer, la désindividuation est un état psychologique qui se caractérise par un affaiblissement de la conscience de soi. Le fait de se sentir anonyme est la condition qui favorise le plus la désindividuation. Première expérience. Nous sommes à Danière dans les années 70. Cette expérience se déroule en milieu naturel pendant la soirée d'Halloween. Les enfants, qui sont le sujet de l'expérience, passent de maison en maison. Il y a deux catégories. La première, c'est un enfant qui est tout seul. Et la seconde catégorie, c'est un groupe d'enfants qui va de maison en maison. Arrivés devant l'une des maisons, une personne compère les accueille chaleureusement. Elle proposait aux enfants de prendre chacun un bonbon et quitter la pièce. On observa alors le comportement des enfants. En fait, les enfants en groupe avaient en moyenne 2 fois plus tendance à prendre un second bonbon que les enfants seuls. Cette transgression se vérifiait en situation d'anonymat, avec les déguisements, mais disparaissait quand on leur avait préalablement demandé leur nom et leur adresse. Autre exemple de désindividuation qui peut toucher n'importe quel adolescent ou adolescente. Au lycée, si vous regardez le groupe le plus cool, vous constaterez qu'ils prennent souvent de la drogue, explique Janice Song, âgée de 14 ans. Vous voyez des gens qui boivent ou qui prennent d'autres substances. Et vous avez simplement envie de le faire aussi parce que vous désirez faire comme tous les autres, suivre la masse. Comme tous les adolescents, Janie ressent souvent la pression sociale, imposant de se soumettre aux comportements et activités vécus au sein du groupe de jeunes, y compris lorsque ce qui est à la mode peut se révéler nuisible. Cette pression peut nous emmener vers un comportement qui n'est pas nous-mêmes. Petit aparté, comme nous avons vu, l'effet de groupe n'apporte pas que des bonnes choses. En France, 10% des collégiens sont touchés par le harcèlement scolaire. Agir en groupe permet de ne pas se sentir coupable et amplifie le harcèlement. C'est un cercle vicieux des bourreaux qui s'acharnent. Le harcèlement scolaire a toujours existé, mais le phénomène s'amplifie avec le développement d'Internet, les réseaux dits sociaux, Facebook, Twitter, où surtout on agit dans l'anonymat. Vous savez, c'est la condition sine qua non pour ne plus réfléchir par soi-même, rappelez-vous. Le harcèlement fait intervenir un groupe qui se ligue contre une seule personne. Il fait des dégâts considérables sur des adolescents fragiles, influençables. Mais ceci fera l'objet d'une vidéo à part sur ce thème car il y a beaucoup de choses à dire dessus. Allez, on va se changer les idées avec une petite histoire, le paradoxe d'Abilène. Ce paradoxe est exposé par le sociologue Jerry Harvey, qui concerne la relation à la prise de décision au sein d'un groupe.
c'est le résultat d'un phénomène de pensée de groupe. Le paradoxe d'Abilene, présenté dans son ouvrage The Abilene Paradox and Other Mediation on Management, est une illustration de la difficulté d'un groupe à prendre une décision et gérer collectivement son accord. Écoutez cette histoire. Par une chaude journée d'après-midi à Coleman, au Texas, une famille joue confortablement au domino sous un porche, jusqu'à ce que le beau-père suggère de faire un voyage à Abilene, qui est à 85 km au nord d'eux, pour dîner. La femme dit « ça a l'air d'être une bonne idée ». Le mari, bien qu'il ait des réserves parce que le trajet est long et chaud, pense que ses préférences ne doivent pas être en phase avec le groupe et dit « ça me semble bien, j'espère juste que ta mère veut y aller ». La belle-mère dit alors « bien sûr que je veux y aller, je ne suis pas allé à Abilene depuis longtemps ». Le trajet est torride, poussiéreux et long. Quand ils arrivent à la cafétéria, la nourriture est aussi mauvaise que la route. Ils rentrent chez eux 4 heures plus tard épuisés. L'un d'eux dit malhonnêtement « c'était un super voyage, n'est-ce pas ?» La belle-mère dit qu'en fait, elle aurait préféré rester à la maison, mais elle a accepté puisque les 3 autres étaient si enthousiastes. Le mari dit « je n'étais pas ravi de faire ce que nous faisions. Je n'y suis allé que pour vous satisfaire. » La femme dit « j'y suis allé pour te faire plaisir. J'aurais dû être folle de vouloir sortir dans la chaleur comme ça. » Le beau-père dit alors qu'il l'a suggéré seulement parce qu'il pensait que les autres pourraient s'ennuyer. Il existe plusieurs hypothèses pour expliquer pourquoi les gens ont tendance à se conformer à la vie d'un groupe. L'explication la plus sérieuse est que cela permet d'échapper à l'inconfort relatif au jugement d'un groupe. Une question se pose alors. Les gens qui se conforment à la vie d'un groupe par peur d'être exclus se forcent-ils à modifier leur jugement ou bien finissent-ils par percevoir réellement la même chose que le groupe? Voici des expériences qui montrent comment on réagit face à des situations de groupe où l'on sait pertinemment que c'est stupide ou faux, mais que l'on adopte tout de même. Ah bien au fait, voici le nouveau nom de ce psychologue qui nous suit dans les expériences. C'était quand je vous avais demandé de me trouver un prénom pour moi, Ben Affect, j'ai trouvé super pour ce psychologue. Voici une expérience de soumission à l'autorité de peur d'être ridiculisé. On préfère avoir tort en groupe plutôt que d'avoir raison seul. En 1951, le psychologue Salomon Asch publia les résultats d'une expérience sur le conformisme où il démontra que l'influence d'un groupe sur les opinions d'un individu faisant partie de ce groupe est quantifiable et réelle. C'est l'expérience de Asch. Voici cette expérience. Le but de l'expérience est d'évaluer la résistance d'une opinion subissant la pression d'un groupe. Pouvez-vous me dire, si la référence de la longueur d'un trait est dans la case de gauche, quelle est celle de la même taille à droite? A, B ou C? Oui, c'est la C. Vous voyez, l'expérience n'est pas très compliquée. Maintenant, dans celle-ci, il y a 9 personnes, c'est-à-dire 7 complices, un expérimentateur et un sujet. Ce sujet est d'ailleurs intégré dans le groupe sans qu'il se doute que les autres du groupe sont des complices de l'expérimentateur. Le groupe est assis en ligne face à l'expérimentateur. Le sujet est en 7e, en avant-dernière position. L'expérimentateur présente l'expérience au groupe. Il s'agit d'un test visuel, selon ses dires. Il faut que les individus reconnaissent quelle est la grandeur d'une ligne de référence à gauche en la comparant à 3 autres lignes de taille différente nommées A, B et C, tracées sur une feuille à droite. Chaque individu, les complices comme le sujet, vont, l'un après l'autre et dans l'ordre qui leur est assigné, donner à haute voix la réponse à cette question. Quelle ligne de droite a la même taille que celle de gauche? Avant l'expérience, l'expérimentateur demande aux complices de répondre tous correctement à la question les quelques premières fois. Puis, unanimement, de donner uniquement la mauvaise réponse aux autres questions. Que croyez-vous que le sujet a répondu alors? Eh bien, si la majorité des sujets ne changeaient pas d'avis, 37% d'entre eux se sont laissés influencer par le groupe et ont donné les mauvaises réponses que le reste des participants, même quand cette mauvaise réponse était visuellement très évidente. Une autre variante de l'expérience mettait un complice qui donnait les bonnes réponses comme le sujet. Dans ce cas précis, le taux de suivi du groupe tombe alors à 5%. Cela montre que la pression d'un groupe diminue très fort lorsque l'unanimité est brisée. Il y a 2 raisons identifiées pour lesquelles le sujet change d'avis. Soit il se convainc que le reste du groupe a raison et que lui a tort, soit il reste convaincu que son opinion est la bonne, mais il a peur d'être vu comme quelqu'un d'anormal par le groupe. C'est la conformité normative. On part sur une autre conformité normative. Le principe de cette caméra cachée est simple. Parmi toutes les personnes présentes dans l'ascenseur, une seule est victime, les autres sont des complices. Vous prenez donc quelques complices, 3 ou 4 dans un ascenseur, vous leur demandez de tourner le dos à la porte de l'ascenseur, vous attendez l'arrivée du cobaye et vous observez sa réaction.
Voici une deuxième caméra cachée. Nous avons donc un sujet et le reste de la salle est complice. Nous pouvons voir que la jeune femme s'applique à faire ce que la norme du groupe impose, se lever à chaque fois que la cloche retentit. Mais que se passe-t-il quand il n'y a plus personne? Est-ce que le sujet va faire la même chose? Eh bien oui, elle reproduit la même action. Et allons encore plus loin, que se passe-t-il quand de nouveaux sujets, qui sont non complices, viennent? Ils deviennent également des moutons qui appliquent une norme. En conclusion, nous sommes tous plus ou moins influencés par l'effet de groupe, que l'on ne veuille ou non. Sinon nous serions tous des marginaux. Tous les sujets et expériences traités dans cette vidéo me semblent être un écho particulier sur, par exemple, les atrocités de la guerre mondiale ou comment des gens individuellement sensés peuvent commettre des atrocités. Voilà, je vous laisse sur cette base de réflexion. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, d'activer la cloche, ça me ferait plaisir. Et à très bientôt pour des prochaines expériences.